bienvenue à cet événement intitulé « Faire avancer l'égalité des genres à travers l'élimination du paludisme ». Avant de commencer, permettez-moi de faire quelques petites remarques d'ordre logistique. Vous pouvez suivre cet événement en anglais ou en français en utilisant l'outil interprétation en bas de l'écran. Veuillez aussi noter que cette séance est enregistrée. Merci d'utiliser la fonction Q&A pour poser vos questions en anglais ou en français. Nous nous efforcerons d'y répondre le plus possible. Veuillez également noter que le marketing des produits ou des services n'est pas autorisé. Et pour les représentants des médias, veuillez noter que ce briefing n'est pas sujet à diffusion. Si vous souhaitez citer des intervenants ou des intervenantes, vous devez obligatoirement leur demander leur consentement. Enfin, pour tout problème technique, je vous invite à contacter info@endmalaria.org. Il y a 3 mois, le Forum Génération Égalité a lancé des engagements forts pour les 5 prochaines années, afin que nous puissions collectivement mettre en œuvre des solutions ambitieuses en faveur de l'égalité des femmes et des hommes. Ce forum visait à marquer un anniversaire important, celui des 20 ans de la conférence de Beijing, qui a marqué un tournant crucial dans le programme mondial pour l'égalité homme-femme, femme-homme. Pardon. Je reprends, je ne sais pas d'où vient ce bruit. Pour l'égalité femmes-hommes, pardon. Donc, la déclaration et le programme de Beijing envisageaient un monde où chaque femme et chaque fille pouvait exercer ses libertés et ses choix et connaître et comprendre tous ses droits, notamment le droit de vivre sans violence, le droit à l'éducation, le droit de participer à la prise de décision et le droit de recevoir un salaire égal pour un travail égal. En 2021, dans un monde marqué par la pandémie de la Covid-19, qui a principalement affecté les hommes et les femmes, et les adolescentes de ce monde, nous sommes loin du monde pensé à Beijing. Oui, en 2021, nous avons encore du travail pour y parvenir. Les jeunes filles et les femmes de ce monde sont et doivent être placées au cœur du moteur qui nous permettra d'activer le changement transformationnel pour parvenir à l'égalité femmes-hommes. Le rôle d'ONU Femmes, du Fonds mondial, du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et de Speak Up Africa et de nous tous aussi présents aujourd'hui, et de créer des passerelles de discussion entre les différentes générations, entre les femmes leaders établies, entre la communauté scientifique, entre les analystes et les jeunes et femmes dynamiques, afin de parvenir à nos objectifs les plus pressants, l'élimination du paludisme et l'égalité femmes-hommes. En cette journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque 11 octobre, nous sommes réunis pour discuter du lien étroit, pourtant longtemps ignoré, entre ces deux objectifs. Lien souligné dans le dernier rapport publié par Malaria No More et le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et lancé à l'occasion du Forum Génération Égalité. Ce rapport est disponible en ligne et il revient principalement sur l'importance d'adopter une approche basée sur le genre pour en finir avec l'une des maladies les plus meurtrières et les plus anciennes de l'histoire de l'humanité. Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les femmes enceintes constituent avec les enfants de moins de 5 ans le groupe le plus vulnérable face au paludisme. En 2019, 11 millions d'entre elles ont été infectées par le paludisme en Afrique. En 2016, le paludisme constituait la 5e cause de décès chez les adolescentes. Femmes et jeunes filles sont donc fortement affectées par la maladie en tant que patientes. Les femmes représentent aussi plus de 70% des agents de santé communautaires qui œuvrent au quotidien en première ligne pour prévenir, soigner et tenter d'éliminer le paludisme. Les femmes et les jeunes filles, qui sont aussi au sein des foyers et des communautés les plus affectées par la maladie, s'occupent des membres de la famille atteints par le paludisme. Qu'elles soient donc officiellement ou non officiellement désignées comme pourvoyeuses de soins, elles investissent de leur temps, un temps précieux qu'elles pourraient passer à l'école ou dans le cadre d'une activité rémunérée. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'un partenariat multisectoriel, de plateformes, de données et d'actions pour éliminer le paludisme et atteindre l'égalité femmes-hommes. 2 objectifs intrinsèquement liés et décisifs dans l'atteinte de nos objectifs de développement durable communs. Les différentes intervenantes et intervenants de notre événement illustrent tout particulièrement cette approche intentionnelle du genre dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et je suis ravie et grandement honorée d'introduire maintenant son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Conseil mondial pour mettre un terme au paludisme, ancienne présidente du Libéria et fondatrice du Centre présidentiel pour les leaders féminins et le développement pour ce mot d'ouverture. À vous. Thank you so much, Mel. Excellencies, ladies and gentlemen, boys and girls. As the saying goes, disease does not discriminate. Anyone
can get malaria. But women and adolescent girls bear the health, societal, and the economic brunt of this disease that thrives in and exacerbates poverty and deepens inequalities. Year after year, hundreds of millions of pregnant women and young girls get sick with malaria, with children under 5 making up 2/3 of all malaria deaths. Others, especially adolescent girls, fall through the many gendered gaps in the provision of malaria services, sometimes with lifelong consequences. At the same time, women in malaria endemic countries are the leading but little acknowledged investors in the fight against malaria. They make up 70% of the health workforce that has been instrumental in creating resilient community health systems in remote and most times rural communities, driving down malaria causes and deaths over the last decades and responding to the COVID-19 pandemic. And I can say to you that our experience with Ebola led us to move from a militant approach to a community leadership approach. And that enabled us to defeat that endemic. Women and adolescent girls are also the greatest contributors in the informal care economy, caring for children and family members who may suffer from malaria multiple times in a year, which keeps them from steady work or attending schools. Ending malaria is an unrealized opportunity for advancing gender equality in health. But for too long, the fight against malaria has been gender blind. It is time to address malaria's hidden toll on women and girls. It is time to invest in and empower them to be greater change agents in the fight against malaria. When we do, the impacts will be transformative and far-reaching, and they will help us accelerate progress toward malaria eradication and gender equality. But to do this, to achieve this, we need leadership, and leadership at all levels, from communities to countries, from family tables to global forums, and from men and women alike. I hope today's discussion will take us one step closer to realizing this vision. Malaria has long been one of those that have kept many of our countries far behind, because our young professionals, the future leaders of our country, get into a situation where they never realize their potential, whether they die because they're too young, or whether they're so affected by not having the kinds of responses that enables them to grow.
So to all of you, thank you for your participation today. Thank you for the work each and every one of you have done as we collectively together fight this disease and make our people, our communities, our nations, our global community safer by eradicating this disease. Thank you very much. Thank you so much, Professor. Thank you so much. Thank you, really. We are very, very happy to have you with us. Merci beaucoup, Votre Excellence Hélène Johnson Sirleaf, épitome du leadership africain. Du leadership féminin, pardon, et africain. Première femme élue à la tête d'un pays africain et je pense modèle d'inspiration pour des millions de femmes et de jeunes filles sur notre continent, mais également à travers le monde. Nous allons donc commencer notre première table ronde virtuelle avec donc ces mots de sagesse et d'encouragement et de force de Madame Sirleaf Johnson. Mais avant tout cela, donc, je vais introduire les participantes de notre table ronde qui revient donc sur l'importance du leadership féminin et d'une représentation équilibrée des genres à tous les niveaux de la lutte contre le paludisme. Donc, en premier lieu, donc, Madame Michal Fishman, membre de l'équipe de communication en santé mondiale pour la Fondation Bill et Melinda Gates et tête de file de la rédaction de ce rapport que son Excellence Madame Sirleaf Johnson a écrit les premiers mots. Nous avons également Madame Jo-Angeline Kalambo, qui est donc le gestionnaire du portefeuille contre les maladies au Fonds mondial au niveau du Nigeria. Nous avons également le docteur Corinne Karema, qui est conseillère auprès de plusieurs organismes de lutte contre le paludisme, dont le Fonds mondial, et la première et plus jeune coordonnatrice nationale du programme national de lutte contre le paludisme au Rwanda. Nous avons également notre très chère Stevie Renyameogo, présidente de l'organisation des jeunes engagés pour la participation citoyenne au développement durable, mais également vice-présidente du réseau des ambassadeurs pour la santé reproductive au Burkina Faso. Donc, bonjour mesdames, c'est un véritable plaisir de vous avoir parmi nous et je vais maintenant donc jongler entre l'anglais et le français pour vous adresser des questions et pour que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc, je vous prie à tous d'activer votre traduction et de suivre ainsi l'intégralité de ces discussions qui s'annoncent passionnantes. So, Jo-Angeline, I'm going to start with you. You've pioneered an approach that analyzes and addresses the obstacles related to gender equality in Nigeria. How does women empowerment through agency and leadership roles at all levels make a difference in the fight against malaria? And another question, if women were truly empowered, what impact could we collectively achieve? Jo-Angeline? Thanks, Mel. And it's a pleasure being with everyone this afternoon. Yes, the evidence is clear, as you know, that women are leading investors in the fight against malaria. I'll use a quick example from Nigeria, where, you know, for our BedNet campaigns, women make 70% of the workforce for the campaigns. Also, they make majority of the workforce for our seasonal malaria chemo prevention activities and also ICCM. So all these women that are participating in grant activities, they get compensated for their participation. Granted, we all need to do better to ensure that the wages, you know, commensurate to the work being done. But in the meantime, it's also equally important for us to make sure that the women that participate in our activities, they get to keep their wages. And because of that, what we decided to do to really empower these women financially is to require all of them to have bank accounts where that we can actually transfer the payments directly to their accounts, not to their brother's accounts or to their husband, etc. So by doing that to women who are participating in the fight, actually we have empowered this woman to pay for her child's medicine, for example, to pay for transport, to go to health facilities, and sometimes even to pay for the user fees that we know they are bottlenecks for many. Therefore,
we have contributed to change and eco-gender norms by allowing women not only to control their hard-earned cash, but also providing opportunities for these women to engage in their communities in different ways, including being role models to other women and girls. And you asked about the impact of doing more. We know that by involving women and empowering women, we will deliver returns not only for malaria, a single disease, but across many areas, including improving maternal and child health, reducing malaria impact on the health system, and lift themselves and their families out of poverty. Thank you. Thank you so much, Jo-Angeline. This is very insightful. Steve Irène, en tant que jeune femme et vice-présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de l'importance du leadership féminin dans le cadre de cette thématique? Mais également, pensez-vous en tout cas qu'une meilleure intégration de la lutte contre le paludisme dans les actions menées dans le cadre de la santé de la reproduction, et notamment à l'endroit des femmes enceintes, pourrait mener à une meilleure appropriation du traitement préventif intermittent et de sa prise par les femmes enceintes en Afrique? Ok, merci beaucoup Maëlle de me donner la parole et je suis très ravie de voir ce visage féminin autour de cette rencontre, cet événement assez grand. Par rapport à la question du leadership féminin, je dirais qu'au niveau du Burkina, nous avons clairement une participation forte des femmes dans tout ce qui est instance. Toutefois, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, on est clair et unanime que la femme est beaucoup plus touchée, notamment les jeunes filles, parce qu'elles sont beaucoup plus dans le milieu informel et elles sont beaucoup plus exposées à avoir le paludisme. Maintenant, il est très important, bien sûr, de favoriser ce leadership-là, de donner du pouvoir aux femmes, un pouvoir intérieur qui leur permet d'avoir confiance en elles, de pouvoir aussi s'affirmer dans la lutte et la prévention du paludisme qui sont en fait un gros poids sur leur tête, j'allais dire. Et il est important aussi pour nous de leur donner aussi du pouvoir de pouvoir aussi synergiser les actions, que ce soit au niveau communautaire, au niveau sanitaire, pour pouvoir donner leur voix et participer à la mise en œuvre de stratégies innovantes et importantes pour permettre en fait de venir à bout du paludisme qui, au niveau du Burkina, constitue véritablement un problème. Pour ce qui est de l'intégration de la lutte contre le paludisme dans la santé sexuelle et reproductive, nous pouvons dire qu'en tant qu'activistes au niveau des populations jeunes, au niveau de toutes les régions du Burkina, nous travaillons à former les femmes, mais aussi à leur renforcer les capacités pour pouvoir prendre soin de leur corps, notamment les femmes enceintes, et également suivre de bout en bout le processus depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et c'est très important d'avoir ce suivi-là et aussi donner du pouvoir, comme je le disais, à la femme de pouvoir éradiquer à tout ça. Donc, c'est très important. C'est une approche que nous utilisons surtout par rapport à la question hygiénique parce qu'au niveau du Burkina, nous sommes... nous faisons face en fait à une hygiène et assainissement plus ou moins problématique et les femmes ont une grande contribution dedans et nous, en tant que jeunes activistes, nous faisons toute cette mobilisation sociale et politique qui permettrait en tout cas à la femme de pouvoir se porter au mieux. Merci beaucoup, Steve Irène. Merci. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le pouvoir intérieur et donner ce pouvoir à la femme et cette confiance. Je pense que c'est très, très important, notamment de renforcer les capacités, mais également l'estime de soi pour pouvoir achever nos objectifs. Merci beaucoup. Je vais donc... I'm going to you, Michal, right now. Women account for 70% of the community health workforce, which has been instrumental in driving down malaria cases and death over the last 2 decades. And yet it has been estimated that they spend 4 times as many hours of unpaid work as men, and only 20% of them hold leadership roles. What is needed to address these inequities in pay, opportunities for advancement, and what would be the long-term impact of tackling them?
Thank you, Maëlle, and to Her Excellency and to all of my distinguished panelists. It's an honor to be here. I'm also really pleased that the partners have brought us all together to have this important conversation. So community health workers, as we're hearing more and more, are the backbone of the malaria fight, and they are also responsible for helping us to drive the tremendous progress that we've seen over the next 2 decades, and they'll be instrumental to doing so in the coming 2 decades. But as you mentioned, and as we've heard, it's not just on the malaria front, it's also on raising and achieving gender equality. Because when they are unpaid or unfairly compensated, when they have to deal with discriminating criteria that favors their male counterparts over their abilities or gender norms and harassment, it has multiple impacts. We've already heard some of the economic impacts, the societal impacts, and the health impacts of what that does. And so there are a number of things that we need to do to address this. First and foremost, we need to pay our healthcare workers. And if we are paying them, we need to pay them a fair wage. And we need to close that gap between male and female healthcare workers and ensure that they that they can become the economic engine that we know that they are. But we have to go even further, and we have to actually invest in growing this workforce. And this is something actually that we've heard, and President Her Excellency Sirleaf is a leading proponent on, which is adding 200,000 community health workers to our workforce within the next 7 years. And by increasing women's participation in a paid workforce, we can both improve malaria and other health outcomes and accelerate generational prosperity, because women are known and the community health workers are known by improving the health of their communities. They're also improving productivity and economies that have a 10-to-1 return on investment. So let's make sure we are paying them, number one. Number two, we need more research and data. So I'm really looking forward to the next panel to hear more about this. But we need it from the sense of what is the specific impact of that unpaid care burden that so many women and adolescent girls are carrying for the malaria fight, as well as what is the, what do we know about how many health workers there are, how many of them are getting paid and fairly. We also need to understand what is their lived experience, what are the barriers that they're facing, so that we can develop and create programs that are focused on overcoming those barriers, whether it is if they don't have access to the educational requirements that they need to advance in their positions. Let's make sure that we have that training. What are the professional networks that we can create? What are the mentoring programs that we can enable and develop for advancing and creating those? And that research and data is so critical to being and enabling us to do that. And so once we have that research and data, and even once we start to think more intentionally about this, we can create those pathways to equitable participation in the workforce and to creating leaders in this space. By intentionally adopting such practices, networking, creating role models and lifting them up and creating those mentorship programs, we can not just only help women rise, but we can also help them thrive in their positions of authority and influence. Third, we need to empower women as decision makers, not just as implementers. And this is true for healthcare workers, but we're also going to hear from my colleagues here about what it means in the research community, what it means in the halls of government, and what it means at global and international organizations, and also at the civil society and at the community level. And finally, we need to set targets and create accountability. And this is a terrific example of now we're raising that awareness. We'll have the research and data to be able to understand what does progress look like, how can we track it, and then how can we hold people accountable to that. And just to quote one of the women leaders at the Gates Foundation, we have to stop tokenizing women's leadership and back it up with action. And so that's what's needed, that accountability, and not just from the malaria community, but from the gender equality community, from the broader global development community. And when we do this, we will not just accelerate malaria eradication, but we will create a more equal society, and we know that we will all benefit for it. Thank you so much, Michal, for your insights. So rise and thrive with paid salaries, real salaries, data, setting targets, and holding everyone accountable, including ourselves. Thank you so much for your powerful message. Corinne, je repasse en français. Désolée, je dois un peu
préparer mon cerveau. Donc Corinne, comme je l'ai dit plus tôt, vous êtes donc la plus jeune coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme au niveau du Rwanda. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quelle est la place du mentorat et de la représentation dans la construction des femmes leaders d'aujourd'hui et de demain en matière de lutte contre le paludisme? Merci beaucoup, Maëlle, et merci d'abord pour l'invitation pour ce webinaire. Et je suis très honorée d'être parmi les panélistes. Donc, en ce qui concerne, vous avez demandé de savoir quel est le rôle. Donc, je pense que d'abord, premièrement, le mentorat est très important parce que c'est très important que les filles, que les adolescentes et les femmes aient quelque chose à voir devant eux pour avoir un modèle. Donc, je pense que le mentorat est très important en ce qui concerne renforcer les capacités des jeunes pour pouvoir être capable d'avoir un rôle, de jouer un rôle et pour être aussi un agent de changement en ce qui concerne l'implication des femmes dans la lutte contre le paludisme. Et comme Mihal l'a dit, la plupart des femmes, en tout cas, c'est à peu près 70% des femmes, des agents de santé communautaire sont des femmes. Et quand on a vu le rôle qu'elles ont eu pour la lutte contre le paludisme et tous les progrès que nous avons eu dans le paludisme, donc ça montre que les femmes déjà, quand elles ont un rôle, elles ont un succès et elles sont capables d'avoir un progrès dans la lutte contre le paludisme. Et je pense que le mentorat est quelque chose de très important pour essayer de pouvoir d'abord renforcer les capacités, puisque c'est très important, essayer d'augmenter, par exemple, en ce qui concerne l'éducation, puisque nous avons vu que les femmes les plus éduquées arrivent à pouvoir aussi non seulement avoir les familles qui utilisent les méthodes de prévention et pour l'accès facile de traitement. Donc, ça nous permet aussi non seulement de pouvoir augmenter et arriver à un jour à mettre fin au paludisme. Merci beaucoup, Corinne. C'est vraiment très important. Rosine, je passe à vous maintenant. L'innovation, la recherche et le développement sont des éléments clés dans la lutte contre le paludisme. Est-ce que certains stéréotypes ou normes sociales constituent un frein à une recherche menée par des femmes scientifiques? Vous êtes en mute. On ne vous entend pas. Parfait. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette question. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de cet événement qui me permet aujourd'hui de m'exprimer sur cette importante thématique. Alors, effectivement, les femmes sont parfois mal perçues lorsqu'elles mènent des travaux en milieu communautaire, de façon particulière en ce qui nous concerne dans la lutte antivectorielle contre le paludisme. Parfois parce que certaines populations se disent que les femmes ne sont pas mieux placées pour faire ce genre d'activités parce que ce sont des activités qui sont réservées aux hommes. Il m'est arrivé une fois lors d'une enquête dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans un village. Nous étions là-bas pour collecter des moustiques dans les ménages. Et l'un des hommes désignés dans le village, recruté pour m'aider dans le travail, au bout d'un moment m'a dit que je ne devrais pas être là et qu'ils n'ont rien dit au départ, mais la vérité, c'est que les hommes du village ne sont pas contents de me voir là parce que je suis une femme. J'ai essayé de lui faire comprendre le bien fondé et l'intérêt de l'activité que nous menions à cette période. Et je lui ai également fait comprendre que l'importance d'impliquer tout le monde, y compris la femme, surtout qu'elles sont plus exposées, surtout qu'elles sont citées comme personne arrive, et effectivement, elles et leurs enfants. Après, il a compris, nous avons continué le travail, mais il était toujours un peu sur ses gardes. Après cette activité, la plupart de nos consoeurs dans le domaine rapportent ce genre d'incidents de façon régulière lorsque nous allons en milieu communautaire. Alors, je me suis dit qu'il serait important qu'aujourd'hui, nous puissions communiquer aux populations sur le bien fondé des activités de recherche que nous menons, parce que souvent, ils ne comprennent pas. Ils nous voient en train de collecter des moustiques. Ils se disent, mais ils veulent lutter contre le paludisme. Qu'est-ce qu'ils ont à collecter des moustiques comme ça?
Donc, il est important de communiquer aux populations sur l'intérêt du travail que nous menons en population et également sensibiliser ces mêmes communautés, oui, nos populations, sur l'intérêt de faire participer les femmes. De faire participer les femmes, que ce soit les femmes chercheurs et même les femmes en milieu communautaire. Et pour cela, il serait important aujourd'hui d'organiser des activités de restitution des résultats de recherche, surtout celui des femmes en milieu communautaire. Et également, ça pourrait se faire. C'est vrai que nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, le taux d'alphabétisation est moins de 50%. On pourrait organiser ces activités de restitution en langue locale, par voie affichée ou orale, à connotation en tout cas locale, de sorte que les populations comprennent l'intérêt de façon pratique des activités de recherche que nous menons. Voilà un peu ma contribution par rapport à cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que de très bonnes idées ressortent de cette intervention et surtout la restitution du travail que vous faites et le travail des femmes chercheuses pour communiquer sur l'importance de ces recherches, mais également l'importance de l'implication des femmes à tous les niveaux, comme on l'a dit depuis le début de ce panel. Merci beaucoup, Rosine. Je vais enchaîner avec, I'm going to continue with Michal as a follow-up question because we just discussed the importance of communicating and to different targets about the representation of women, but also restituting their work to community women so that they understand and they can use that work as role models. So Michal, we cannot be inspired by the things that we don't see or hear. And what do you think the role of media and communicators is in shining lights on young women leaders to inspire other women and young girls to follow the same path? Thank you for the question. And as a communicator, it's near and dear to my heart, so I appreciate it. I mean, certainly we're doing that right now, right? By having events like this, by holding and having reports like we did earlier this summer, the Achieving a Double Dividend report, and by telling those stories. And I love what Rosine said in terms of how can we make sure that, not only are you telling the story, but you're using the right messengers and the right medium. So I think, Rosine, your point about or what I just heard in terms of 50% literacy, what are we making sure that, what do we know about the people that we're trying to, and the young women that we're trying to communicate with, and how do we make sure that we are giving them the information that they need, inspiring them. The Draw the Line campaign that you will be seeing, I think, a little bit later, the video that we'll be sharing is a terrific example of putting women at the center of a communication, showing them in powerful positions, but also not just, as I said earlier, we don't just want to show how great they are. We need to track that progress and help to understand what we are trying to achieve, and then showing them that we actually achieved it. And I think when you can track that progress and show that advancement, then there's nothing more inspiring than that, in my opinion. Thank you so much, Michal, for this intervention. I'm going to ask a last question to Stevie, and then we're going to open the questions to the public. Donc, je vais poser une dernière question à Stevie, et je vous invite à placer vos questions dans l'espace réservé pour le Q&A. Donc, Stevie, vous avez participé au dialogue mené au Burkina Faso dans le cadre de l'initiative Voix essentielles, initiative que nous allons discuter en détail plus tard dans la seconde partie de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, il est crucial que les femmes et les filles puissent bénéficier de programmes de renforcement de capacités, mais également de financement et de plateformes pour pouvoir avoir une place à la table et une voix aussi à la table des décisions concernant leur santé? Alors, merci Maëlle. Moi, je dirais que Voix essentielles tombe véritablement à pic. C'est un programme très intéressant dans la mesure où, par exemple, nous voyons que les femmes, autant qu'elles peuvent, se mobilisent pour faire entendre leur voix dans ce qui concerne le processus de développement tant au niveau communautaire qu'au niveau, j'allais dire, national. Et Voix essentielle ici met en exergue la capacité non seulement intellectuelle, mais aussi la capacité d'agir des femmes. Et il est très important de bénéficier, que ces femmes-là puissent bénéficier de ce renforcement de capacité-là pour encore plus les galvaniser
galvaniser à mieux impacter leur société, mais aussi de pouvoir mettre en exergue leur potentialité. Au-delà de ça, l'investissement, le financement dont elles ont besoin sont d'autant plus importants parce que ces femmes-là se retrouvent en groupement et au-delà de ça, le leadership féminin que nous promouvons ici nous amène en fait à avoir des fêtières, des organisations de jeunes filles et il est très important que ces financements-là puissent leur être attribués parce qu'au-delà de ça, ça va les vulgariser et au-delà encore, ça va les permettre de pouvoir redistribuer au niveau local ces compétences-là. Donc, Voix essentielles, pour moi, c'est vraiment la solution. Et l'importance ici, c'est de mettre l'accent sur les organisations micro, notamment dirigées par les femmes, et on en a plusieurs. Seulement que ces femmes n'ont pas la capacité financière et économique, et cela leur permettra en fait de pouvoir, j'allais dire, s'autonomiser et impacter davantage. Pour moi, Voix essentielle, c'est la solution que les filles et les femmes attendent. Et c'est très important de le mettre en œuvre et surtout de toucher de plus profond les réalités qu'elles vivent, ces femmes-là. Donc, c'est très important pour moi. Merci beaucoup Stevie. Je vais juste prendre la question de Evans qui demandait à Rosine donc quel est le rôle que pourraient jouer les hommes et les garçons en soutenant les femmes, pour soutenir en tout cas les femmes dans la lutte contre le paludisme. Alors, merci pour cette question. Je viens de la voir dans le Q&A. Effectivement, pour soutenir les femmes dans ce travail et même au niveau des centres de recherche déjà, joindre toujours les femmes lorsqu'il y a des activités, il y a des missions organisées pour des collègues sur le terrain ou bien pour une quelconque enquête, il sera intéressant de toujours joindre des femmes à ces équipes qui vont sur le terrain pour pouvoir habituer nos populations à régulièrement voir les femmes lors des activités d'enquête et également sensibiliser les populations à faire participer leurs femmes. Parce que lorsqu'on arrive généralement dans les villages, ce sont les hommes qui nous accueillent. Les femmes sont en retrait dans la cuisine ou bien elles s'occupent de leurs tâches ménagères lorsque nous sommes en communauté. Nous devons sensibiliser les populations à faire participer leurs femmes. C'est comme ça, au fur et à mesure que nous visitons les villages, nous travaillons à long terme, tout le monde pourra s'intéresser et particulièrement les femmes pour que ce message, pour que ce froid, je vais dire, cette distance puisse être rompue pour que le travail de la femme soit mieux perçu en milieu communautaire. Merci beaucoup, Rosine. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce panel super intéressant, mais j'aimerais juste vous poser à toutes une question avant que nous passions à l'intervention suivante. En une phrase, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une recommandation concrète pour atteindre le leadership équitable et à tous les niveaux des femmes dans la lutte contre le paludisme? Rosine, je commence par vous. Alors, merci pour cette question de fin. Pour atteindre le leadership, il faut former. Il faut former les femmes. Les femmes chercheurs dans mon domaine, il faut les former parce que le fait que nous soyons sous-représentées fait que elles n'ont pas assez confiance en elles, elles n'ont pas le réflexe tout de suite de se mettre en avant lorsqu'il y a des activités. Donc, on devrait être plus formés en leadership, en communication, à la rédaction de projets de recherche et de recherche de financement pour augmenter notre impact dans le milieu de la recherche, surtout dans la lutte contre le paludisme qui aujourd'hui nous réunit. Merci beaucoup, Rosine. Michal, did you get the question? Yes, thank you. One, we need to invest more, but with an intentionality. Second, we need to grow our community health workforce. And third, we really need to set targets and create accountability and hold ourselves to that progress. Thank you so much, Michal. Stevie, une dernière phrase, une dernière phrase, s'il vous plaît. Non, j'ai pas entendu.
Oui, en fait, c'était une dernière phrase. Quelles recommandations concrètes pour atteindre le leadership équitable? En une phrase, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Je vais me jeter à l'eau. Je dirais en termes de recommandations pour arriver au leadership féminin affirmé, serait aussi de mettre l'accent sur la déconstruction, j'allais dire, de la division du travail qui ne favorise pas la femme, le leadership de la femme, parce qu'il est très important d'arriver dans une communication sociale pour permettre de pouvoir lever le tabou, mais aussi les différents pesanteurs socioculturels qui tendent à mettre la femme en marche. Donc, c'est très important pour moi de développer ce leadership communicationnel pour pouvoir lever le tabou et la déconstruction. Merci. Merci beaucoup, Stevie. Jo Angeline, one last sentence. Jo Angeline? Can you hear us? Yes. Yes. Oh, yep. Go ahead. So quickly, I think in addition to what other panelists have said, I think it starts with each of us in terms of facilitating leadership and fostering women to take those roles. You know, I think we need to contribute at individual level, you know, from monitoring a junior professional to sharing professional knowledge with our women networks. And also even preparing some of the upcoming junior leaders for their next big opportunity. All these small actions do matter. I know this simply because a lot of women leaders in the malaria field have done that for me. So I think it's important to, you know, to do this at individual level, do this action, but also to have a transparent, to create a transparent environment which tough questions can be asked. So starting with small actions at individual level and asking those tough questions is key. Thank you. Thank you so much, Jo Angeline. I think it's super important to ask those tough questions, especially in the decision-making circles where they should be answered. Merci à toutes pour votre intervention dans ce panel. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous remercie vraiment à toutes pour avoir répondu à cette invitation pour cette journée internationale de la jeune fille. Et je passe maintenant la parole à une personne qui œuvre aussi au niveau de l'importance, qui œuvre tous les jours pour vraiment soutenir les actions des agents de santé communautaire. C'est un sujet qui est très important et au cœur de la politique diplomatique française sur les questions de santé. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir son Excellence Madame l'ambassadrice pour la santé mondiale de la France, Stéphanie Seydou, qui a fait de la question de l'égalité femmes-hommes, notamment donc avec les travailleuses de santé, un des thèmes forts de son action diplomatique. Excellence, c'est à vous. Un grand merci, et c'est pour moi un grand plaisir, mais un grand honneur véritablement d'avoir l'occasion d'entendre toutes ces interventions très puissantes venues du terrain, et c'est formidable d'entendre aussi ces voix anglophones et francophones pour le défendre. Donc, merci pour la qualité de l'événement et de ces interventions. Je vous propose de parler de deux choses en réponse à votre invitation à introduire la deuxième table ronde genre au cœur de l'action antipaludique. Je vais revenir sur les sujets qu'on a déjà évoqués à l'instant, sur la place des femmes. Et deuxièmement, dans la santé, en tant que sujet de santé, mais aussi en tant qu'actrice de santé. Et j'aimerais aussi parler un peu d'accès, et en particulier au moment où nous avons des nouvelles prometteuses avec la possibilité d'un vaccin qui se fait jour. Sur la place des femmes, peut-être dire que la France, effectivement, s'est beaucoup intéressée à ce sujet depuis le début de l'année 2021, et en particulier grâce au Forum Génération Égalité. Et nous avons pu, à cette occasion, avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et une ONG très impliquée que vous connaissez sans doute, Women in Global Health, lancer une initiative particulière pour promouvoir la place des femmes dans le secteur de la santé et des soins. Et naturellement, la crise du Covid a mis ce sujet d'autant plus au goût du jour, et cela touche, on le verra particulièrement, la lutte contre le paludisme qui
est presque à l'origine. Bon, il y a d'autres luttes contre les pandémies, comme celle contre le VIH et contre la tuberculose, mais le paludisme implique, comme l'ont bien montré nos interlocutrices, d'aller dans les communautés, et donc une place toute particulière des femmes, à la fois comme récipiendaires, on va dire, des outils de prévention, ou, comme l'ont dit certaines interlocutrices aussi, pour effectivement mettre en place la chymoprévention saisonnière, mais aussi en tant que travailleuse communautaire. Alors, j'aimerais donner quelques chiffres sans vous assommer, mais pour revenir un petit peu à la dimension large, mais la valeur financière de la contribution des femmes au système de santé mondial, qui est un travail non rémunéré dans la plupart des cas, est estimée à 1 500 milliards de dollars. C'est 2,35% du PIB mondial. Voilà ce qu'apportent les femmes gratuitement, entre guillemets, à l'économie et à la santé mondiale. Alors là, c'est au sens très large, la santé, bien sûr, les soins aux personnes handicapées, les personnes qui, dans l'ensemble, ont besoin d'une aide, personnes âgées, etc. On a vu avec la pandémie à quel point c'était essentiel de pouvoir compter sur des personnels de santé. Là, je parle de personnels de santé large, également, bien sûr, rémunérés. Parmi ces personnels de santé, 70% sont des femmes. Et l'initiative à laquelle la France dans laquelle elle s'est beaucoup impliquée et dont on est très heureux de voir qu'elle gagne en dynamisme, a pour objectif d'instaurer des nouvelles normes. Et les nouvelles normes sociales, pour le moment, elles ne sont pas nécessairement encore totalement inscrites dans la loi, c'est sur 4 points. Ne plus accepter de sous-payer les femmes ou de ne plus les payer, que ça devienne quelque chose qui soit banni, y compris dans le cadre de l'action en développement. Et on a eu dans l'initiative l'intervention notamment du Fonds mondial, et je remercie beaucoup Madame Kalambo du Nigeria qui a donné cet excellent exemple pour dire non seulement il faut payer les femmes correctement, ce que fait le Fonds mondial au Nigeria, mais pas s'arrêter là et donner effectivement les moyens d'avoir le compte en banque qui permet que ce soit une réalité. Voilà une première norme. On a eu également des ONG comme Soltis, une ONG française, qui mettent en œuvre des programmes dans lesquels il n'y a plus le réflexe de s'appuyer sur des travailleurs communautaires qui sont très largement des femmes non rémunérées. La deuxième norme, c'est d'obtenir un objectif de référence de la part des gouvernements pour qu'ils aient suffisamment de ressources dans leurs budgets nationaux, c'est-à-dire qu'on ait dans les budgets nationaux une part suffisante pour payer les systèmes de santé et donc les personnels de santé qui sont l'or noir, si je puis dire, enfin vraiment la ressource majeure des systèmes de santé. Et il faut commencer à en prendre conscience et donc accorder une part suffisante de financement pour se le payer. Troisièmement, ne plus accepter la violence et la discrimination à l'encontre des femmes professionnelles de santé. Dans d'autres forums, on a des témoignages qui sont extrêmement forts de cette situation. Et avec beaucoup de finesse, Madame Vollier nous a dit combien en Côte d'Ivoire, cette situation pouvait, alors ce n'est pas de la violence, mais c'est malgré tout un rejet, et avec intelligence, elle parvient à dialoguer pour surmonter cette prévention, mais on sait qu'il y a d'autres situations où, en l'occurrence, on a bien affaire à du harcèlement, de la violence inacceptable. Et pour ça, il faut que les États signent la convention de l'Organisation internationale du travail numéro 190 sur la lutte contre le harcèlement au travail. La France est en train de ratifier cette convention. Pour le moment, on a un certain nombre de pays qui l'ont ratifiée. Ils sont encore peu nombreux, mais ça, c'est quelque chose qui peut faire un levier très important. Et enfin, dans la 4e norme qu'on souhaite changer, c'est ne plus accepter que les questions de santé soient discutées et décidées sans que les femmes soient autour de la table. Et là, je dois dire que notre discussion aujourd'hui est tout à fait exemplaire de ce point de vue, puisque les femmes sont majoritaires, mais on sait bien que dans bien d'autres cas, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, nous proposons que cette initiative continue de mobiliser. On serait très heureux que le RBM Partnership éventuellement se joigne à cette initiative. Et en tout cas, je pense que ça répond à ce qui a pu être dit par les unes et les autres depuis
le début. Je rappelle, pour reprendre peut-être les termes de son Excellence Madame Sirleaf en ouverture, que l'idée également est de mettre en avant le fait que bien traiter et bien payer les femmes qui sont actives en matière de santé, c'est un investissement. Madame Sirleaf a dit « It is time to invest » de façon transformative, et c'est exactement ça qu'on pense que ces investissements peuvent faire, puisqu'on aurait un triple dividende en payant mieux les femmes, un dividende en termes de santé, on aurait des personnels de santé en meilleure situation de servir, 2, égalité bien sûr, et 3, une contribution qui a été mise en avant par les travaux de l'OCDE et de l'OMS à la croissance économique des pays. J'aimerais ne pas, évidemment, donc ça c'est le cadre général. S'agissant du paludisme qui nous occupe aujourd'hui, on voit très bien que l'efficacité a été prouvée de ce travail communautaire et donc toute sa valeur, parce que le travail communautaire se fait en lien étroit avec les communautés, on connaît les familles, on sait ce dont elles ont besoin, et puis comme l'a dit également Madame Rosenboli, c'est parler dans la langue des personnes concernées, et on sait à quel point ça aussi c'est crucial dans tous les pays. En France également, ça fait partie des actions qui sont insuffisamment développées que de pouvoir s'adresser à des personnes dont le français n'est pas la langue principale pour mieux prendre en compte leur santé. Encore une fois, je suis ravie qu'on puisse, dans cet événement, parler en français et en anglais. C'est déjà très important. En 2020, il y a eu 20 000 travailleuses saisonnières qui ont été recrutées pour soutenir les campagnes de pulvérisation d'insecticides dans 16 pays. Le coût salarial total était de plus de 2,5 millions de $, et ça a permis d'apporter un soutien financier à ces travailleuses, à leurs familles et à leur communauté. Les travailleurs communautaires les travailleuses sont aussi en mesure de comprendre et lever les obstacles structurels qui empêchent l'élimination du paludisme, les discriminations, les inégalités de genre, l'exclusion des personnes qui vivent avec la maladie. Et enfin, c'est aussi qu'on vaincra le paludisme lorsque les mères auront un meilleur accès à des informations claires et de qualité sur la maladie, pour qu'elles connaissent les symptômes, pour qu'elles sachent les repérer chez leurs enfants et qu'elles connaissent les moyens de prévenir et d'agir contre cette maladie. La proposition est donc de s'appuyer davantage encore sur les femmes, qu'elles soient personnels de santé ou chefs de famille, et de le faire d'une manière plus qualitative. Avant de conclure mon intervention, j'aimerais dire un petit mot, comme je l'ai indiqué, sur l'accès. Alors, on sait aussi qu'on mettra fin au paludisme lorsque tout le monde aura accès aux derniers médicaments, aux dernières innovations, et c'est le défi qu'on va devoir relever collectivement avec l'arrivée du vaccin RTS-S pour les enfants, qui est tant attendu. Et le docteur Tedros, la semaine dernière, a dit c'est un moment historique, c'est une avancée pour la science, la santé de l'enfant, la lutte contre la maladie, qui continue de tuer, vous le savez bien, 400 000 personnes par an. La France soutiendra, comme elle l'a fait pour les produits Covid, une mise sur le marché qui réponde aux exigences de sûreté et d'équité d'accès dans les pays les plus touchés. Et tous les débats qui sont en cours pour le Covid doivent aider et faire jurisprudence pour les autres produits de santé à destination des pays à bas revenus. Et l'espoir autour du vaccin contre le paludisme, qui est un bien public mondial, il est immense, mais il ne se concrétisera que s'il est accessible à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc nous allons, la France, continuer de soutenir les actions internationales qui sont fondées sur ces valeurs d'accès universel et de solidarité. Et nous avons investi jusqu'à présent, tout ensemble, 8 milliards d'euros dans United, l'agence d'innovation sur les 3 maladies, sur le Fonds mondial et Gavi. Et nous espérons bien, nous maintiendrons ce soutien et nous espérons bien que ces agences permettront de faire progresser dans ce sens. RBM Partnership est évidemment un acteur majeur, en l'occurrence, et travaille en intelligence étroite avec ces 3 grandes agences et continuera à avoir un rôle majeur. Je pense par exemple au projet TipTop, qui est financé par United, qui a facilité l'administration d'un traitement pour les femmes enceintes en utilisant une approche communautaire innovante. J'encourage donc encore les discussions qui vont suivre. Et un tout dernier point pour dire que la France s'est aussi investie tout récemment dans l'Académie de la santé de l'OMS, qui vient d'être installée à Lyon fin septembre par le président de la République et le docteur Tedros, qui permettra aux professionnels de santé
de suivre des formations innovantes en santé mondiale, nous nous assurerons que, s'agissant de la lutte contre le paludisme, de l'approche communautaire et de la place des femmes, cette académie jouera tout son rôle. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. J'ai peut-être une question et je vais suivre la recommandation de Jo-Angeline Calambo de poser les questions difficiles. J'aimerais savoir, selon vous, et très rapidement, parce que nous avons notre deuxième table ronde qui arrive, comment s'assurer que les différents acteurs redevables poursuivent leurs engagements sur les questions de paiement et de leadership au niveau des femmes et des agents de santé, surtout sur le terrain. C'est une excellente question. Dans l'initiative dont je vous ai parlé, c'est l'un des sujets que nous sommes en train de voir avec notre partenaire, qui est donc Women in Global Health, mais aussi avec l'OMS. Sachez aussi qu'il y a d'autres moyens de prolonger cette action, y compris au plus haut niveau de l'OMS, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé. Et la France va apporter éventuellement un projet de résolution qui permettra d'assurer un suivi plus étroit en la matière. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, et félicitations pour l'engagement de la France pour cette question cruciale. C'est vrai que payer les femmes est important pour nous tous, pour nous toutes, et surtout pour la santé sur le continent, mais à travers l'échelle mondiale. Je vais donc suivre cette magnifique intervention par une petite entrevue sur pourquoi le Fonds mondial et la Fondation Chanel ont investi et cofinancent actuellement donc le projet, l'initiative Voix essentielles, donc qui est menée par l'organisation à but non lucratif de plaidoyer et de communication stratégique Speak Up Africa, qui est basée à Dakar au Sénégal. Donc cette initiative en fait Voix essentielles vise à corriger tout ce dont on vient de parler plus tôt, et vise vraiment à soutenir les jeunes femmes et les femmes et les jeunes filles dans toute leur diversité, en favorisant donc leur engagement significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui influent sur les politiques et les programmes de santé qui les concernent. Donc on va tout de suite visionner rapidement une vidéo de Fatima Tassi, qui est une jeune femme très engagée qui habite au Sénégal, à Guédiawaye, donc à côté de la capitale Dakar, et qui est présidente de l'Association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant, et qui revient donc sur l'importance du soutien aux organisations de femmes et de filles et à l'intégration de la thématique du genre dans la lutte contre le paludisme. Les femmes sont les plus vulnérables. C'est nous qui sommes les sœurs, c'est nous qui sommes les mères, c'est nous qui sommes à la limite le porte d'entrée de toute une famille. Mais quand il y a des difficultés, c'est nous qui les ressentons en premier lieu. Parce que quand, par exemple, quand une famille est malade, c'est à la limite toute la famille qui est à la ligne rouge. Parce que c'est la femme qui va trouver de quoi manger, c'est la femme qui va cuisiner, c'est la femme qui fait beaucoup de choses. Donc, quand elle ne va pas bien, donc c'est toute la famille qui est impactée. Donc, la femme, elle est sociologiquement le moteur de la société. Donc, si aujourd'hui, elle n'est pas en bonne santé, donc ça pose problème sur le plan social et sur le plan économique. Nous, en tant que des associations, nous devons être fortes et vraiment accepter aujourd'hui que dans tous les domaines qu'on intègre la notion de genre. Parce que le genre, c'est pas uniquement la femme. Le genre, c'est l'homme, c'est la femme. Donc, dans une société, nous voyons la femme et nous voyons l'homme. Donc, nous devons être solidaires entre nous-mêmes, nous donner la main. Donc, pour moi, personnellement, dans tous les domaines, que ce soit l'excision, que ce soit les grossesses précoces, que ce soit les violences faites aux femmes, dans tous les domaines, on doit inclure la notion de genre. Il faut d'abord faire des renforcements de capacité. Parce que quoi qu'on puisse dire quand même, il y a des personnes qui ne comprennent pas les enjeux. Donc, si on les capacite, ça permettra à chaque jeune fille, quand elle rentre chez elle, de sensibiliser ses parents, de sensibiliser ses sœurs, de sensibiliser ses frères, et ainsi de suite. Donc, pour moi, personnellement, il faut d'abord commencer par le renforcement de capacité.
Et je pense que Voix essentielle est venue à son heure. Et vraiment, pour moi personnellement, aujourd'hui, il est grand temps de mettre les femmes au devant de la scène. Mettre les femmes au devant de la scène en les capacitant, en les aidant, en les soutenant, que ce soit moralement, physiquement et financièrement. Merci beaucoup pour ce beau message, Fatima Tassi, et sur l'importance donc cruciale du renforcement des capacités afin que les femmes puissent être des agents de prévention dans leur foyer, mais également dans leur communauté. Donc, on va maintenant passer au deuxième panel avec des intervenantes et intervenants donc qui travaillent sur ces données importantes. Donc, j'ai vraiment le plaisir d'introduire donc la professeure Ndioro Ndiaye, ancienne ministre de la Femme, des Enfants et de la Famille du Sénégal, également ancienne directrice adjointe de l'Organisation internationale des migrations et actuelle coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes et présidente du conseil consultatif de l'initiative Voix essentielles. Monsieur Papasek, notre premier homme qui nous rejoint aujourd'hui autour de la table virtuelle, donc qui est chef de section chef de section recherche et données à ONU Femmes, et aussi donc la professeure Sheila Clow, ancienne ministre de la Santé du Botswana et ambassadrice de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, aussi appelée ALMA. Et nous avons enfin, last but not least, comme on dit en anglais, Dr Ndifanji Namacha, experte en santé mondiale et championne du réseau des jeunes contre le paludisme. Donc je vais tout de suite donner la parole au professeur Ndioro Ndiaye. Professeur Ndiaye, vous êtes la présidente du conseil consultatif de l'initiative Voix essentielles, dont on vient de voir la vidéo. En quoi ce type d'initiative peut-elle apporter un changement durable et être un levier pour l'égalité femmes-hommes? Merci beaucoup, Maëlle. Mais je n'ai pas mon écran. Je crois que vous avez arrêté, c'est vous-même qui avez arrêté la vidéo. Hein. On m'a dit que je ne peux pas démarrer cela. D'accord, on va essayer de corriger voilà, c'est ça. bon, il paraît que voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise de faire parler tout ce monde-là autour du paludisme, autour de l'égalité femmes-hommes, autour du genre plus globalement. Nous sommes heureux d'être associés à ce débat parce que c'est un débat au long cours. C'est un débat qui date de tellement longtemps, mais qui n'avance que très, très difficilement à cause, bien entendu, de toutes les conjonctures que l'on vit. Mais si vous m'avez demandé de parler de Voix essentielles, je voudrais juste dire que c'est une initiative multipartite. Hein, et je salue Papasek en passant. Papasek, merci d'être là. Vous êtes bien téméraire avec tous nos jeunes, mais c'est très bien. Donc, Voix essentielles est une initiative fondée par des partenaires tels que le Fonds mondial, bien entendu, n'est-ce pas, la Fondation Chanel, mais également mise en œuvre par Voix essentielles. Mise en œuvre par Speak Up Africa à travers Voix essentielles. On a eu à beaucoup discuter, je crois, sur l'originalité d'une telle approche. Tout à l'heure, Hélène Sirleaf-Johnson a parlé de la difficulté que nous avons à faire avancer ces types de programmes qu'on a initiés depuis bien longtemps et avant même avant même la conférence des femmes de Pékin, de Dakar d'abord, ensuite de Pékin, où la question de la jeune fille avait été initiée d'ailleurs pour la première fois. Mais la question du palud, comment lutter contre le palud, beaucoup de nos gouvernements ont essayé avant les gouvernements actuels, mais ce qui manque, là où le bas a toujours blessé, c'est la non-implication de la communauté. Et c'est là où Voix essentielle peut intervenir et faire le change, c'est que Voix essentielle a décidé de taper dans le cœur de la communauté, à l'intérieur des communautés de base, sélectionner les femmes et moi je mettrais aussi les jeunes garçons et filles qui sont au sein des familles pour changer les paradigmes de gestion de la famille même. Et si on veut avoir des résultats
autres que ce qu'on a reçu jusqu'à présent, il faudrait que l'on puisse renforcer la présence de la femme au sein de la famille, au cœur de la famille, dans les endroits de prise de décision dans la famille et après au sein de la communauté et un peu plus loin vers le niveau moyen et le niveau central au niveau des politiques publiques. On ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a la sociologie, il y a la culture dans nos différents pays qui ne militent pas en faveur d'une intégration effective de la femme dans les processus de décision, comme on le demande un petit peu partout à travers le monde. Et avec Voix essentielle, je pense que nous arriverons en donnant la formation qu'il faut, non seulement l'information qu'il faut, mais la formation qu'il faut aux femmes et aux jeunes filles au sein des familles. Nous pourrons rayonner, faire rayonner ce que nous voulons à travers la communauté. C'est très, très important, je crois, de retenir que au lieu de faire des formations tous azimuts ou de donner des outils de performance tous azimuts à n'importe qui, que Voix essentielle ait choisi de cibler un groupe essentiel. Ce sont les femmes, et moi j'ajoute les femmes à l'intérieur des familles qui peuvent faire changer la donne. Comment les motiver, comment les associer, comment aussi articuler ce niveau de décision qu'est la communauté de base où les femmes excellent, où les femmes par excellence sont là et elles ont prise sur les décisions et les programmes qui se font au niveau de la communauté. Comment articuler ce niveau opérationnel avec les niveaux de décision un peu plus élevés, allant vers le niveau central, avec toutes les autorités au plan institutionnel, etc. On a déjà parlé de cela au niveau du comité consultatif, cette articulation entre la base et le sommet, et comment profiler les femmes dans ce système pour que à la communauté qu'on rende à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire leur capacité de faire changer la perception de la santé, les moyens que l'on met à la disposition des personnels, tous azimuts. Je ne parle pas seulement des personnels de santé, mais c'est des personnes qui reçoivent la santé. Eh bien, c'est comment articuler ce niveau de décision à la base et un niveau de décision beaucoup plus stratégique, peut-être, beaucoup plus élevé, qui est le niveau central. Voici l'initiative que Voix essentielle apporte dans la problématique du paludisme. Et vous me demandez comment la question du genre peut être posée, mais elle est visible, elle est obvious, comme nos parents anglais disent. Si vous investissez sur l'élément central qu'est la femme dans la communauté, vous lui donnez les capacités qu'il faut, vous lui donnez l'information qu'il faut. Cela apporte des réflexes nouveaux, des réflexes qui n'étaient pas des réflexes que l'on observait auparavant, et on change la donne ainsi, parce qu'elles comprennent les enjeux. Et les femmes ont travaillent de manière absolument synergique avec le reste de la communauté. Vous savez, on a eu un moment, ce qu'on a appelé les déterminants sociaux de la santé. Moi, j'ai été dans la Commission mondiale sur les déterminants sociaux de la santé et il avait été fait un rapport à l'époque qui disait que tout l'environnement du système de santé concourt à améliorer le système de santé et qu'on doit prendre en compte cet environnement du système de santé. Eh bien, dans cet environnement du système de santé, il y a, pour rendre plus performant ce système, il y a les hommes, les ressources humaines, bien entendu, dont la femme est partie, mais il y a également la question de l'habitat, la question de l'hygiène, la question du leadership des femmes. Vous avez très, très bien enclenché ce débat
avec le leadership des femmes, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de la présidente Ellen Sirleaf Johnson et des jeunes, mais également créer un dialogue intergénérationnel. En fait, vous l'avez fait avec le dernier, le débat auquel j'ai assisté en premier lieu. Vous avez mis ensemble pour revenir des personnes... peut-être sur ce dialogue intergénérationnel qui est très important. Merci beaucoup, professeur Ndiaye. Je pense que vous avez un petit peu synthétiser tout ce que nous avons discuté aujourd'hui dans cette discussion, et je reviendrai à vous juste après. Je vais juste passer la parole donc à professeur Clow. Professor Clow, what is the role of data to track progress and hold governments accountable? Because we've been discussing this issue of holding everyone accountable. So what is the role of data in holding them accountable, in holding funders accountable, implementers, and other stakeholders in the progress towards gender equality in our malaria elimination efforts? Thank you very much, and let me greet everybody. Let me just start by saying that, you know, data is very important. We say health is a political choice, but it is data that will make that political choice very possible. So indeed, we need to be able to have data in order to convince our decision makers, be it at political level or at community level. I mean, even if it's at you know, household level, we say health starts at community level. Hospitals are for repairs. So that we need data across. Health data should be there to empower leaders and citizens to act. Now, 10 years ago, Alma Hazel State and Government requested a scorecard to enhance tracking and accountability malaria. We're losing you. The Alma scorecard for accountability and action leaders, including heads of state and government. I know it's storming outside, but I'll take out my video. Okay, maybe it's better. Sorry, we're not hearing you quite well right now. So that we are really saying that Alma, okay. Am I better? Yes, this is better. Thank you. Oh, thank you very much. Let me, I was talking about the heads of state that we have the Alma scorecard has actually led to enhanced domestic resource movements from countries, rapid policy change, and accelerated commodity procurement, and also rapid action to address emergencies. So Alma, the Africa's Malaria Alliance, has also supported over 40 countries to develop their own scorecard management tools. So these are used by Ministry of Health staff at national and sub-national levels to track progress, to monitor implementation of key interventions. So this scorecards, you know, with countries using real-time data to respond to bottlenecks, but also using them for advocacy, to facilitate increased financing and to increase political and multi-sectoral engagement. That has really shown how important real-time data is. So most countries' scorecards currently have tracked some indicators that are relevant to identify gender-specific bottlenecks, such as LLN distribution routinely in pregnancy. But we, you know, if in this collaboration right now, after this meeting, you know, we want further gender relevant indicators added to country strategies and plans, and for plans and monitoring. We at Alma will be able to definitely support countries in updating those scorecards as part of the evaluation frameworks. So I'll end there. Thank you very much. Thank you so much, Professor, for your engagement and for your passion about data, which is super important. And like you said, we cannot make decisions and if we don't have the right data. So I will now go to Monsieur Sek.
comment une meilleure mesure et évaluation de l'impact d'un salaire équitable et de conditions de travail décentes aux femmes travailleuses en santé communautaire peut influencer les gouvernements et décideurs à investir davantage. On en a parlé un petit peu avant sur l'importance de l'investissement, son Excellence Hélène Johnson-Sirleaf, mais également son Excellence l'ambassadrice Stéphanie Seydou et Michal Fishman. Maintenant, vous êtes donc un professionnel des data et des données. Comment on peut utiliser ces data pour influencer donc plus d'investissement? Thank you very much, Maëlle. And I'm taking this opportunity also to say hello to my fellow panelists, particularly Professor Ndiaye. It's been a while that I haven't seen, we haven't crossed paths, so I'm really taking this opportunity to say hello. So, Maëlle, I guess on your question, just to say, you know, as we've heard today, patterns of exposure to malaria, access to healthcare services, and the health and socioeconomic consequences are directly linked to gender equality. And when we have the data coupled with the gender analysis, we can shine the spotlight on the underlying, perhaps hidden factors that need to be addressed to end malaria. And here, you know, when looking at prevention, supply side considerations are absolutely important. And what you mentioned is, for instance, the regarding pay inequity. And here, you know, I think this is also true in various other areas where we do work, which is the fact that there's occupational segregation within the health sector. And that really, I think, essentially, I mean, doesn't allow women to exercise the kind of leadership that they can. And addressing those challenges is absolutely critical, and data can play a big role in it. But also, I would say that, you know, for me, it's also important, and really, I think something that I wanted to touch on a little bit, which is that we need to look at the demand side as well. So issues related to unequal gender norms that have a direct link to power structures that create unequal access to prevention and treatment, and factors such as decision-making and power that and access to financial resources, transport, and so on, that that affect women. And here, particularly, I think one of the challenges that women face, as was mentioned earlier, is in relation to paid and unpaid care work and how all that matters. And that, I think, is linked quite strongly to issues related to pay gaps in the sector. But so, you know, here, I think the point that I wanted to get at is that simple sex disaggregation is important for the data, but it is not enough. We should systematically go do more multi-level disaggregation of gender indicators, and also prioritize more comprehensive gender analysis. And it is through this gender analysis, for instance, that we can find all of the challenges that, for instance, women workers in the sector face, but also women face in themselves to access healthcare. And one of the good news is that we do have quite a lot of data at our disposal, including from administrative sources, household surveys, demographic and health surveys, UNICEF multiple indicator cluster surveys, and so on. Some of the work that we've been doing on time use, for instance, that UN Women has been supporting through our global gender data program is also really useful for this. We have technology that is really helping us with new tools such as geospatial and big data that we can combine to get new insights. But just to close, but I think one thing also is essential. You know, we can have all the data that we want, but if the data aren't used to inform policies, then they are not useful. And so this really means that as part of the work that we need to do, we need to produce the data, of course, but we also need to prioritize users' needs in terms of data production, ensuring that there is constant dialogue between users and producers, but as importantly, building the capacities of stakeholders so that they can use the data to inform evidence-based policies. That's, I think, how we can really start to advance in this area. Thank you so much, Monsieur Sek, and I really love the fact that you said if we don't use those data to really inform policies, then we're gathering them for nothing. So thank you so much, and I just want to jump to Dr. Njifanji. Welcome with us today, and
just following up to Monsieur Sek, Papa Sek's question, how can gender-based data empower adolescent girls and young women to take action in the fight against malaria? Thank you very much for the question. So in 2019, 11 million pregnant women were infected with malaria, leading to 10,000 maternal deaths and 900,000 children born with low birth rates. In 2016, malaria was the 5th leading cause of death amongst adolescents aged 10 to 14. So you can already see that malaria disproportionately affects adolescent girls and young women. But without data available to support this, we're not going to be able to take the right action because data is supposed to drive the action. A recent survey that was done by RBM in partnership with Gallup also indicated that women, especially adolescent girls and young women, are leading in the fight against malaria. We've already been told that 70% of the community health workforce is made up of women, but only 25% in the senior leadership roles. So we can already see that although women are disproportionately affected, they're also leading in the fight against malaria. And we need to use the data to empower this, because you can also see that 9 in 10 of the young women are ready to take action against malaria, with 61% believing that malaria can be eliminated in their lifetime. So already these figures are there to just develop the excitement further and to help us to strengthen it by taking the right action to back it up with the data that's available. Thank you. Thank you so much, Dr. Nvifanji, and I'm really sorry we're running out of time, so I won't be able to ask all of the questions that I have for all of you panelists, but I'm very, very happy to have you with us today. And if anyone in the audience has questions for our panelists, please ask them to info@endmalaria.org. Si vous avez des questions pour les panélistes, n'hésitez pas à les poser à info@endmalaria.org. Nous répondrons vraiment à toutes vos questions, et donc j'en profite pour introduire rapidement un homme qui nous inspire toutes et tous, donc le directeur général du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, et un grand champion de l'égalité des genres, Dr Abdourahmane Diallo, donc qui va clôturer cet événement aujourd'hui et ces discussions passionnantes. Merci à toutes et à tous vraiment pour votre participation, et merci à vous tous de nous avoir suivis en ligne. Dr Diallo, c'est à vous. Merci beaucoup, Maëlle. Merci pour cette gentille introduction. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pendant trop longtemps, la question du genre a été dans l'angle mort de la lutte antipaludique, qu'il s'agisse de l'absence de données séparées sur le nombre d'hommes et de femmes qui tombent malades et meurent du paludisme chaque année, ou encore de l'adoption d'approches appropriées pour des interventions vitales telles que la distribution de moustiquaires ou la pulvérisation intradomiciliaire. Malgré la prédominance des femmes parmi les agents de santé communautaire et les soignants de malades au sein des foyers, elles ne sont toujours pas suffisamment représentées dans les instances de décision et les postes de direction dans le domaine de la santé et même au-delà. Comme l'ambassadrice Seydou l'a souligné, les femmes qui s'engagent dans la lutte contre le paludisme au sein de leur communauté ne bénéficient toujours pas d'une rémunération juste ou de conditions de travail décentes. Bien évidemment, la question du genre ne se résume pas qu'aux femmes. Pourtant, il est essentiel que la lutte antipaludique se conjugue au féminin. Pour y parvenir, on a besoin d'un leadership aussi bien d'hommes que de femmes à tous les niveaux, des communautés aux dirigeants et des foyers aux forums mondiaux. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale de la fille, nous avons fait un pas en avant pour intégrer la perspective du genre dans la lutte contre le paludisme. Je tiens à vous remercier tous, particulièrement toutes les intervenantes et tous les intervenants, ainsi que notre modératrice pour cette riche discussion
et surtout pour votre leadership et votre engagement. Grâce à vous, nous avons commencé à dévoiler le triple dividende que nous pourrions obtenir dans nos efforts communs en mettant en avant la dimension du genre pour venir à bout du paludisme et positivement impacter nos économies. Il est temps d'accélérer les stratégies qui bénéficient des investissements déjà réalisés par les femmes et les adolescentes et de se concentrer sur l'impact considérable qu'on pourrait avoir si elles étaient placées au cœur de ce combat. Ces investissements sont essentiels pour accélérer les progrès vers l'éradication, progrès qui sont restés difficiles à réaliser depuis longtemps. Dans ces conditions, mettre fin au paludisme serait peut-être la meilleure occasion de faire progresser la dimension genre dans le domaine de la santé. Comme son Excellence, Madame Ellen Johnson-Sirleaf, nous l'a rappelé, en autonomisant les femmes et les filles, nous déclenchons un cercle vertueux pour parvenir à la fois à un monde sans paludisme et à l'égalité homme-femme. Le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme s'engage à vos côtés. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée internationale de la fille. Merci, Dr Diallo. Merci à tous et au revoir et à bientôt. Merci à tous et à toutes. Et à tous surtout. Merci. Merci, au revoir à tout le monde. C'est formidable, merci beaucoup. Au revoir. Thank you.